Le 14 novembre et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission bien sûr du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors maintenant, avant de se lancer dans notre sujet de ce matin, j'aimerais rappeler celles et ceux qui nous reprochent le fait de dénoncer les injustices et les abus de pouvoir sans se préoccuper autant d'exposer ou de suggérer des pistes de solutions, et nous répondons que nous ne sommes pas ici pour changer soi-disant le monde, mais que nous sommes simplement la voix de ces victimes qui n'ont pas eu la chance de dire publiquement à quel point les injustices et les abus de pouvoir les ont réduits au silence. Alors je vous rappelle également que cette tribune est une ligne de front, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, face aux politiques au premier lieu, pour lui rappeler à quel point les injustices, les abus de pouvoir sont devenus le tremplin dans la vie des citoyens et en particulier les citoyens ordinaires. Alors, nous savons très bien que parler de l'injustice, de l'abus du pouvoir au Québec est un vrai tabou. Personne n'ose pointer du doigt l'administration de la justice et encore moins ses auxiliaires. On critique la santé, l'éducation, l'économie et beaucoup d'autres, mais quand il s'agit de l'administration des systèmes judiciaires, là c'est une chose à part, c'est une chose compliquée, c'est une chose réservée au domaine du droit, à l'interprétation, une chose réservée à Dieu le Père, et le citoyen devra tout simplement subir en conséquence. Chers auditrices, chers auditeurs, il faut le dire, les tribunaux au Québec ressemblent plus à un marché aux puces où tout est vendu au plus offrant. Nous constatons l'essoufflement de l'appareil de notre système judiciaire. Cet appareil n'est plus le maître de son œuvre, ou plutôt elle perd de plus en plus du terrain et des victimes sont de plus en plus nombreuses. Alors il y a aussi un problème, un vrai problème de ce côté, et peut-être, peut-être aussi les vraies solutions, on les trouvera chez les victimes de ce système. Maintenant, ce matin et avant de faire un petit voyage ensemble en Belgique, je vous rappelle, chers auditrices, chers auditeurs, que selon le ministère de la Famille du Québec, dans les 25% des familles monoparentales, on trouve 20% de mères seules et 5% de pères seuls. Alors, cette grille date de 2006, mais le ministère l'a remis à jour en 2011 sans changer les données de ces statistiques qui sont sûrement davantage révélateurs d'une situation en état de catastrophe. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si un malheur frappe votre foyer et la séparation des parents devient une solution, sachez que la garde des enfants va systématiquement à la mère, sauf dans des cas exceptionnels, malgré que vous soyez un père dévoué, attachant, soucieux du bien de l'avenir de vos enfants, vous êtes un père modèle, ou encore plus, ici au Québec, comme malheureusement dans d'autres pays, la garde des enfants va dans la grande majorité du temps à la mère, sauf si vous êtes bien sûr Pierre-Carl Pilado. Alors ici, le traitement va probablement être différent. Alors j'ai bien dit, à tort ou à raison, la mère peut à tout moment partir ou expulser son conjoint du foyer si elle le désire, sans pour autant payer ce prix aussi cher qu'il est, celui de perdre graduellement, si ce n'est pas brusquement, les enfants. Alors certains pères sont révoltés. J'ai bien dit que certains pères sont révoltés, même traumatisés, et ils voient dans ce traitement une injustice sans borne, les enfants privés de l'un ou des deux parents dans ce drame familial qui est la rupture. Je préfère laisser à d'autres ou à notre invité de ce matin de vous en parler. Alors au milieu de cette atmosphère un peu sombre, je vous demande, chères auditrices, chers auditeurs, d'attacher vos ceintures. Nous allons voyager en Belgique à la rencontre d'une personne exceptionnelle, un militant pur et dur qui a tout simplement refusé l'injustice à son tour, et pour ça, il a milité depuis des années pour dire justement non à l'injustice. Mais au-delà de cette prise de position, il va aller encore plus loin pour nous proposer des solutions en guise de nous délivrer de l'impasse de la souffrance des enfants en cas de rupture entre les parents. Alors nous lui avons demandé de nous envoyer sa biographie. Alors voilà ce qu'il nous a retourné. Alors il dit qu'en 1994, étant faussement accusé par mon épouse de violence conjugale, de violence sur mon fils de 8 ans et d'atteinte à la sexualité de mes filles de 9 et 16 ans, sans aucune preuve, je fus expulsé de mon foyer par la police selon la décision du tribunal. Alors sans qu'il ne s'inquiète de la véracité des accusations de mon épouse, ni du désarroi de mes jeunes enfants privés d'un père attentionné, et ce, après
28 ans de mariage. Alors à l'âge de 50 ans, ça veut dire en 93, j'ai perdu ma famille, mes 5 enfants, mon travail, mes espoirs, beaucoup d'argent, tout le monde s'en fiche, sauf moi. Alors devenu sans-abri, un SDF, j'ai rencontré, il disait, plusieurs papas à la rue comme moi, qui furent également expulsés dans les mêmes conditions. Dès lors, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui devait clocher sérieusement dans les rouages de cette prétendue justice, sans vertu, sans capacité réelle à gérer les conflits des ruptures conjugales, à part de détruire des familles. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il disait, quand je continuais, j'ai créé des groupes de parents lésés par cette injustice et créé des blogs internet de 94 à ce jour. J'ai fait aussi des recherches et des études sur les sujets des conflits de rupture conjugale et j'ai communiqué du nord au sud et de l'est à l'ouest de la planète. Il dit aussi, je suis membre de réseaux internationaux avec 15 000 autres personnes de la société civile. Alors, il dit, il y a des médecins, des psychiatres, des psychologues, des juges, des avocats, des travailleurs sociaux, et j'en passe. Depuis plus de 20 ans, j'ai rencontré des milliers de parents, plus de 10 000, en grande difficulté et en grande souffrance, mais les élus politiques, j'ai contacté depuis 94 et les années suivantes ne lèvent pas le petit doigt pour mettre en place une nouvelle législation qui permettrait d'éviter de détruire des familles. Alors, les enfants du divorce privé de père ou de mère souffrent en silence, même adultes, ils souffrent encore et personne ne veut améliorer le droit. Et il souligne le droit des familles qui va de travers depuis plus de 40 ans. Il dit finalement, j'ai 71 ans, et je me bats pour que mes enfants et mes petits-enfants ne puissent jamais subir les abominations qui me furent imposées depuis 94 à mai 2010, c'est-à-dire durant 16 ans. Voilà, c'est la fin de citation de le courrier qu'il nous a envoyé. Et donc, voici à peu près le parcours de ce que je le nomme. Il s'appelle Monsieur Michel Willikens. Alors, il est pour la protection des droits familiaux. Nous l'avons avec nous ce matin au bout de la ligne téléphonique. Et il demeure en Belgique. Et de là, il va tenter de nous expliquer ses aventures avec le système judiciaire de son pays et qu'est-ce qu'il nous propose en échange. Voilà, donc au micro avec vous, chère auditrice, chers auditeurs, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Sur le plateau, en face de moi, j'ai également notre collègue Ernest, et il peut dire beaucoup de ce sujet puisqu'il est passé à travers. Il m'accompagnera le long de cette émission. Alors voilà, nous vous invitons, chères auditrices, chers auditeurs, à rester à l'écoute. Après notre thème musical, nous discutons avec Monsieur Michel Willikens, la Belgique, l'Allemagne. Nous lèverons peut-être le voile sur un modèle séduisant qui est révélé, si efficace pour protéger les intérêts de nos enfants en cas de rupture entre les parents. Alors restez à l'écoute. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel
a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice. C'est une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors, j'ai avec moi, comme je vous ai déjà signalé, Monsieur Michel Willikens. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Alors voilà, Monsieur Willikens, peut-être la première question qu'on va vous poser. Ici à Montréal, il fait un peu froid. Chez vous, en Belgique, quelle température vous avez? Il pleut. Pour le moment, il pleut. Et chez vous? Il pleut à Calabar. Non, on a un petit soleil, mais il fait quand même pas mal froid. Allô? Oui. OK. Alors, Monsieur Willikens, peut-être avant de nous parler de ce modèle qui vous a séduit, pouvez-vous au moins dire un peu sur votre parcours, votre révolte face aux mensonges de la mère, de vos enfants, et finalement peut-être le traitement du système judiciaire en Belgique? Ah bon, vous voulez que je vous raconte mon histoire? Oui, un petit peu brièvement. Ben voilà, après 28 ans de mariage, j'ai été expulsé de chez moi sous de fausses accusations de violence et d'abus sexuels sur ma fille de 9 ans et de 16 ans, et j'ai été expulsé de chez moi. En fait, la justice ne s'est pas inquiétée du bien fondé des accusations. Et ben voilà, c'est ce qui se passe. En fait, la justice, depuis des années, et je vois que c'est une justice sans vertu, donc sans humanité, qui est bien incapable de gérer convenablement les conflits de séparation ou de divorce. En fait, cette justice, ce n'est plus qu'un vaste bric-à-brac. Voilà, c'est tout. Depuis 40 ans, il n'y a rien qui change. Et voilà. Alors, en fait, en Belgique, la loi de 2007 a modifié la notion de faute. Toutes les fautes. Donc, cette notion de faute a été remplacée par le divorce pour cause de désunion irrémédiable. Donc, en fait, on ne peut plus apporter la preuve de faute pour divorcer en Belgique. Cela a été fait dans le but d'humaniser la procédure de divorce en Belgique. Vous imaginez un peu, dans le but d'humaniser la procédure. Or, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? J'ai pu estimer à plus de 500 000 familles qui ont été détruites par la justice depuis 1990. Et plus de 750 000 enfants qui voient plus leur père à diverses. Il y en a qui voient un petit peu, pas du tout, plus du tout. Moi, ça fait plus de 20 ans que je ne vois plus mes 5 enfants. Qui ont 48 ans, 47 ans, 37 ans, 29 et 28 ans. Voilà, c'est ça le gros problème que nous avons ici en justice. Voilà. Mais Monsieur Willikens, quand même, vos enfants, ils sont rendus maintenant quand même à un âge mature. Vous n'avez pas pu prendre contact avec eux pour expliquer un petit peu la situation des départs? Non. En fait, il faut savoir qu'il y a soit l'aliénation parentale, c'est-à-dire la perte des liens éducatifs et affectifs entre le parent et l'enfant, par exemple, et dans le cas de l'aliénation parentale ou dans le cas du syndrome de l'ET, qui est la forme aggravée de l'aliénation parentale, les enfants rejettent complètement. Ils sont aliénés à leur mère ou à leur père, plus à leur père qu'à leur mère, bien sûr,
Et alors, on ne sait plus rien faire. Moi, j'ai ma fille de 37 ans qui m'a recontacté en octobre passé. Voilà, oui. On a échangé des courriels par Internet, pas mal et tout. Elle m'a avoué que sa mère avait maltraité, etc. Elle déteste sa mère, ce n'est pas mieux, c'est affreux. Et j'ai des difficultés pour reprendre de bonnes relations avec ma fille. Je l'avais invité pour aller au restaurant, on n'a toujours pas accepté, etc. Et il ne me donne plus de nouvelles depuis le mois de mars. Alors je ne sais pas, j'attends, vous voyez. Monsieur Willikens, quand même, c'est grave ce que vous dites, parce que quand même, même à un certain âge, parce qu'on pensait que les enfants, à un certain âge, ils vont reprendre un petit peu les pieds, puis là, ils vont affronter les choses, parce que ils ont pu vous recontacter pour reparler de nouveau, mais l'aliénation, donc il n'y a pas de stade, l'aliénation, elle peut être indéterminée ou quoi? Oui, en fait, chaque cas est individuel, vous voyez. Voilà. On ne peut pas dire, nous avons maintenant quelques témoignages de mamans qui ont été aliénés par leur mère. C'est une catastrophe. Ces enfants qui sont adultes maintenant, 37, 40, 40 ans, souffrent encore à l'heure actuelle. Et leurs pères, parfois leurs pères se sont suicidés. Et alors, elles sont encore plus tristes. Donc, vous voyez le problème. Tout ça, c'est une question de cas par cas. Et c'est difficile à dire. Moi, je suis administrateur avec deux Québécois ou deux Canadiens, je ne sais plus où ils habitent. Nous sommes 3 co-administrateurs d'une page, le syndrome d'aliénation parentale sur Internet. Et je vous assure, nous sommes maintenant à 1040 personnes et je fais partie de plus de 15 groupes différents avec 15 000 personnes. Bon, je ne sais pas tout suivre, hein, mais ici en Belgique, nous sommes à peu près une dizaine de parents qui militent. Attention, on fait partie d'une grande équipe à résoudre où il y a des avocats, des juges, des magistrats, des médecins, des psychiatres, des psychologues, etc. Et là, on essaye de travailler parce que le problème, c'est que nous n'arrivons pas à légiférer parce que le lobby des avocats s'oppose complètement à de nouvelles lois pour éviter les destructions de familles. Parce que la bonne solution, c'est le modèle de Cochem qui existe depuis près de 30 ans à Cochem et qui permet à l'heure actuelle d'approcher de 100% de résidence alternée. Donc, vous voyez, on veut pas de cette bonne pratique. Voilà. Monsieur Willikens, avant d'aller vraiment parler de ce modèle-là qui vous a séduit, qui séduit beaucoup de monde, j'ai aussi mon collègue qui est à côté de moi, puis lui, il a vécu au Québec, peut-être pire même qu'en Belgique. Alors, je ne sais pas s'il veut vous dire quelques mots. Je voudrais ajouter que le syndrome d'aliénation parentale est une forme de maltraitance d'enfants. C'est d'infliger de la violence émotionnelle aux enfants. Puis ça, les torts sont permanents. Et puis pour contrer ce phénomène-là, justement, on fait référence au modèle de Cochem. C'est un modèle qui a été mis en place en Allemagne, dans le district judiciaire de Cochem, et puis qui a fait ses preuves depuis 25-30 ans. Ouais, est-ce que vous pouvez nous élaborer un petit peu en quoi ça consiste? Moi j'ai rencontré le juge Jürgen Rodolphe et c'est un homme exceptionnel qui a créé ce modèle de Cochem parce qu'il en avait marre de voir tant de conflits s'accumuler sur son bureau. Donc en fait, avec le modèle de Cochem, les parents se présentent assez rapidement devant le juge et devant un psychologue, psychiatre, je ne sais pas quoi, devant une équipe pluridisciplinaire. Et alors, on tente, si vous voulez, de trouver des consensus, des bonnes solutions après divorce, vous voyez. Et alors, les parents ne sont pas engagés dans des conflits avec des avocats, parce qu'il y a beaucoup d'avocats. Depuis 20 ans, depuis 50 ans, je vois que les avocats, il y a des avocats menteurs, pervers, etc. Et bien ici, il n'y a pas d'avocats qui entretiennent les conflits. Et à ce moment-là, on arrive
quasiment, si vous voulez, à travailler en coopération donnée, c'est-à-dire où on met le respect entre toutes les personnes, hein, et on arrive à des consensus, des accords, et ça permet d'approcher les 100% de résidence alternée. Et alors les autres couples qui sont toujours en conflit, etc., ce sont des malades, des pervers, etc. Là, ils doivent suivre une guidance, etc. Bref, enfin, bon, voilà, c'est pour expliquer ça. Mais en référence à votre histoire personnelle concernant le fait que vous avez été expulsé de votre domicile sur la base d'accusations, des allégations qui sont avérées être fausses, quand un dossier judiciaire est introduit à la Cour par le biais de ces fausses allégations, donc de mauvaise foi totale, il est difficile d'aller vers une table de conciliation puis réunir autour de la table tous les intervenants pour faire entendre raison à tout le monde. Tout à fait. Et à partir du moment que les conflits sont élevés et que se déroulent après 6 mois, 1 an, etc., les enfants ne veulent plus voir leur père ou leur mère, et alors il est trop tard pour aller en médiation. Donc ce qu'il faut faire, c'est agir très rapidement. Et ça, c'est évident. À Charleroi, depuis quelques années, il y a un groupe d'avocats divorcistes qui ont signé une charte. Ils ont signé une charte de manière à pouvoir travailler au plus près de la méthode de Cochem. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été plus pyromanes que pompiers et qu'ils ont même du sang sur les mains. Moi, je connais des tas de gens qui se sont suicidés, même des enfants. Oui, j'ai peur qu'une amie, j'ai plus de nouvelles depuis 3 semaines d'une amie qui est médecin, spécialiste, et qui m'avait téléphoné en désarroi. Elle me dit, tu te rends compte, mes 2 enfants me crachent à la figure, alors que je les ai portés, je les ai nourris, je les ai allaités, etc. Ben, qu'est-ce que c'est que ça pour un truc? Et ça fait 3 semaines que j'ai eu le téléphone, je n'ai pas de nouvelles. Son téléphone répond sur fax et son GSM et à son message. J'ai pas compris j'espère qu'elle s'est pas suicidée, quoi. Parce que j'ai plus de nouvelles depuis 3 semaines. Mais Monsieur Willikens, peut-être pour revenir un petit peu à ce modèle, là, Cochem, c'est bizarre que moi j'avais parlé hier avec quelques personnes qui sont sur le terrain, puis ils n'ont jamais entendu parler de ce modèle ici, au Québec. Et vous dites que... c'est ça, et vous dites que ça existe depuis 25 ans. Non, près de 30 ans. 30 ans encore. Oui. Alors, j'ai de la difficulté. Comment on peut expliquer ça? Alors, s'il est tellement connu, comment ici au Québec, d'ailleurs, très peu de gens qui le connaissent? C'est-à-dire que, je vais vous dire, dans cette histoire, dans toute cette histoire, autant le modèle de Cochem est peu apprécié parce que chacun veut jouer avec sa petite histoire personnelle. Je comprends pas parce que moi j'ai rencontré le juge Jürgen Rudolph. Sa secrétaire est venue déjà en Belgique depuis 2004 expliquer à des magistrats, des juges. Donc moi, nous avons des juges, des avocats qui travaillent pour essayer d'améliorer la législation familiale, parce que le droit de la famille est tout de travers, comme on dit, hein, ça c'est évident. Oui. Oui, ça fait 40 ans que ça dure. Et je ne sais pas pourquoi, les gens n'y croient pas, les gens n'y croient plus, je ne sais pas vous dire. J'ai encore eu tout à l'heure un contact avec une avocate de Bruxelles qui travaille également dans le but de faire connaître l'aliénation parentale, parce que même des psychiatres ne connaissent pas l'aliénation parentale. Ils savent pas ce que c'est, ils veulent pas s'informer et tout. C'est ça le gros problème que nous avons. Hein. L'aliénation parentale est inscrite dans le DSM-5 en version anglaise. C'est-à-dire que ce sont les troubles et les symptômes qui sont inscrits dedans à plusieurs reprises. Donc, moralité, il y a des gens qui contestent l'aliénation parentale alors qu'elle est inscrite dans le DSM-5. Vous voyez, le DSM-5, c'est la Bible pour tous les médecins spécialistes, psychologues, psychiatres, etc. Mais Monsieur Willikens, voulez-vous, parce que pour les gens qui vous écoutent, pour mieux comprendre ce modèle-là de Cochem, je sais qu'il est parti, donc il était en pratique à 20%, puis là le résultat il donne présentement à 100% dans cette région-là en Allemagne. Est-ce qu'il est répondu en Belgique, oui ou non, et pourquoi? Parce que moi j'ai devant moi des informations qui disent que dans une université ici au Québec, qui dit que la Belgique, justement, il dit en Belgique, dans l'arrondissement judiciaire de Dinan,
les juges de la jeunesse séduits par ce modèle ont décidé d'adopter à la réalité cette pratique depuis le 1er avril 2012. En fait, oui, c'est quasiment vrai, mais c'est quasiment faux aussi. Parce que le 27, j'ai un rendez-vous avec l'avocate Madame Bastin, qui s'occupe qui est en charge la charte des avocats divorcistes de Charleroi. Et au téléphone, elle m'avait dit que Dinan ne travaille pas encore comme ça. Donc je ne sais pas comment Dinan travaille. Donc je n'ai pas encore eu le temps de contacter les avocats parce qu'on ne sait pas les avoir, on ne sait pas discuter avec eux. On a à peine 2-3 minutes de discussion avec eux, c'est pas évident. Mais je vais essayer de me renseigner personnellement dans le groupe. Mais bon, en fait, c'est plutôt Charleroi. Je dois, au lieu de parler de Dinan, moi je parle de Charleroi. J'habite à Charleroi. Okay. Et là, les avocats essayent de travailler et les juges essayent de travailler au plus près du modèle de Cochem. Oui, parce que c'est pas inscrit dans les lois. Parce que vous savez, les juges, ils appliquent la loi. Mais ils peuvent aussi apprécier. Or, quand un enfant de 13 ans dit qu'il ne veut pas voir sa maman ou son papa sous peine de se suicider, par principe de précaution, le juge ne va pas prendre de décision. Or, si un enfant de 13 ans dit « je ne veux plus aller à l'école », ou alors si on me force d'aller à l'école, je vais me suicider, qu'est-ce que le juge va faire? Oui. C'est ça la question. Oui, mais monsieur Willikens, justement, pour que ce modèle-là devra fonctionner, il faut que les deux parents acceptent ce modèle-là. Si un des deux parents refuse, on a un problème aussi, non? Non, c'est pas vrai. En principe, quand les parents se séparent ou divorcent, quand il y a des enfants, ils vont dans la juridiction ici à Charleroi, ok? Oui. Mais à Cochem, ils vont devant le juge. Devant le juge et devant devant une équipe pluridisciplinaire sans avocat. Et ils y vont dans les 3 à 4 semaines. Oui, très rapidement. Oui. Donc voilà. Donc les conflits n'ont pas le temps de s'installer, vous voyez. OK. Ça c'est au moment de la rupture. Les quelques parents qui veulent pas le modèle, qui veulent pas, par exemple, la résidence alternée, qui veulent pas qui veulent partir à 150 km, etc. Là, à ce moment-là, ils sont mis en garde et ceux-là, ils doivent consulter des médiations familiales ou psychologues, parce que bien souvent, il y a des parents qui ne veulent plus divorcer. À Cochem, il y a des gens qui sortent et ils ne veulent plus divorcer. Ils disent, ben, ça va, on va aller voir la médiation familiale. Parce que ça m'étonnerait de voir un avocat qui reçoit quelqu'un qui va dire, écoutez, ça va plus avec votre mari et vous avez 5 enfants. Pourquoi vous n'allez pas à la médiation familiale? Pourquoi vous n'allez pas suivre les conseils conjugaux ou du sexologue ou un truc comme ça? J'ai un ami au Québec que j'ai plus vu depuis longtemps qui s'appelle Yvon Dallaire. C'est un homme exceptionnel. Oui, je connais. Il a écrit des bouquins. Qui sont ces hommes heureux? Qui sont ces femmes heureuses? Qui sont ces couples heureux? Alors pourquoi ne pas lire ce livre et essayer de s'accommoder, vous comprenez? Oui. Monsieur Willikens, je suis désolé de vous redemander une deuxième fois pour les gens qui nous... Oui, je vous écoute, oui. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, maintenant ça va, on a été coupé, hein? Ok, oui, désolé. Alors, Monsieur Willikens, je vous redemande peut-être vous expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent un petit peu peut-être les procédures, peut-être les étapes de ce modèle. La procédure? La procédure, les étapes de ce modèle de Cochem. Les gens qui vous écoutent, là, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Eh bien, donc, en fait, je répète, dans les 3 à 4 semaines, quand on veut divorcer ou séparer, on va chez le juge, devant un juge et devant des psychologues. Et alors, à ce moment-là, on essaye de prendre des mesures, des consensus dans le but de ne pas détruire la famille, quoi. Oui, de conserver les liens avec les enfants, etc. Et voilà, et ça se passe. Et alors, les gens, ils signent et puis ils divorcent. C'est tout simple comme ça, c'est pas plus compliqué. Et alors, bien sûr, il faut gérer ça. Alors, le juge, il demande à l'enfant, pourquoi tu veux pas voir ta maman? Ben, parce que maman me fait du poisson, j'aime pas le poisson. Ah, ben, c'est comme ça. Ben, attends, tu vois, il y a des bêtises, hein.
Ou alors on dit, pourquoi tu veux pas aller chez ton papa? Parce que mon papa n'est jamais venu quand je suis né, etc. Donc c'est vraiment des bêtises, hein, mais ça coûte cher. Oui, M. Willikens, quand même, vous simplifiez un petit peu les choses parce que dans une rupture, il y a presque une guerre qui s'éclate entre les parents. Et il y a des fois, il y a des accusations, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne. Hein. Oui, quand il y a des accusations. Et justement, quand on passe devant le juge dans les 3-4 semaines, on va divorcer. Bon, d'accord, mais il y a déjà un travail de médiation qui se fait là. Voilà, ok. Voilà. Et alors, il y a même des gens qui sortent bras dessous et qui ne divorcent plus. Okay. C'est le problème, c'est que le divorce maintenant, en Belgique, on a changé les lois, c'est-à-dire on ne doit plus faire dénoncer la faute d'adultère, d'excès, de sévices, d'injures graves, ainsi que de la séparation de plus de 2 ans. Maintenant, le problème, c'est que on peut dire que le contrat de mariage n'est plus un contrat à vie, mais plutôt un contrat à durée indéterminée. Et maintenant, le divorce, c'est une mode. On divorce parce qu'on n'aime plus. Un jeune enfant demande à son maman, pourquoi tu divorces, maman? Parce que j'aime plus papa. C'est moche comme éducation, hein, franchement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, M. Willikens, c'est-à-dire vous mettez beaucoup le poids sur comme une sorte de médiation, c'est-à-dire essayer de convaincre les parents pour l'intérêt de l'enfant et tout. Il faut qu'ils arrivent à trouver une sortie de secours. Oui, il faut déjudiciariser, si je puis dire, déconflictualiser les séparations. On se sépare, d'accord, parce qu'on s'entend plus. C'est la cause de désunion irrémédiable, voilà. Oui. On ne sait plus vivre ensemble, mais on peut revivre ensemble, si on veut. Moi, vous savez, à 50 ans, j'ai tout perdu. Hein. J'ai perdu plus d'1 million d'euros. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ouais, c'est énorme. Tout le monde s'en fiche, sauf moi. Hein. Oui. Oui, mais c'est encore plus, c'est la perte des enfants qui est encore plus dramatique. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Parce que vous êtes parents, mais le problème, c'est que vous êtes parents, quand vous êtes encore jeune, vous vous remariez. Oui. Alors vous vous remariez avec une femme en espérant que ça va. Mais moi je connais des papas qui sont suicidés parce qu'ils sont tombés sur une femme perverse, impossible. Ou alors on se remarie, et alors il y en a encore qui poussent la folie d'avoir d'autres enfants. Et à ce moment-là, c'est triste. Hein. Mais c'est vraiment triste. C'est soucieux aussi. C'est sûr, parce qu'on a des enfants avec une femme et on a des enfants avec l'autre femme. C'est compliqué. C'est très compliqué. Oui. Ernest? Oui, ce qui vient envenimer les choses ici, c'est que le système judiciaire se nourrit précisément des conflits familiaux. C'est le pain et leur pain et leur beurre. De telle sorte que trouver des solutions pour diminuer les conflits, ça va contre les intérêts corporatifs des avocats, des juges, qui vivent de ces conflits. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ça, c'est évident. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est tout à fait vrai parce que, en fait, toutes les personnes que je connais, ces personnes sont surendettées à cause de leur avocat. Ils sont bloqués, ils ne savent plus rien faire. Alors en plus, en Belgique, on saisit tous les revenus pour lorsqu'il y a des pensions alimentaires impayées. Or, on doit laisser un minimum vital aux gens. Et bien en Belgique, tout est saisi. Donc vous allez à la rue. Vous voyez? Et alors, en plus, quand vous regardez en France, ils ont un calculateur qui est mis sur Internet pour calculer les pensions alimentaires avec les revenus. Et bien, à ce moment-là, c'est inférieur. C'est inférieur. Donc, les pensions alimentaires sont bien inférieures qu'en Belgique. Ici, en Belgique, vous payez, vous êtes chômeur, vous payez entre 250 € et 450 €. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui payent 850 € de pension alimentaire ou 2800 € de pension alimentaire, d'accord, facilement. Hein. C'est fou. Hein. Oui, M. Willikens, maintenant, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, par exemple, ce modèle est tellement réussi, un succès et tout, et comment la France, par exemple, refuse d'adapter, la Belgique, qui sont encore en difficulté. Pourquoi les gens, directement, ils voient pas la nécessité de l'appliquer? Mais le gros problème,
ce sont les députés et sénateurs qui doivent prendre des lois. Mais la plupart des députés et des sénateurs sont des avocats qui font partie du lobby des avocats. Donc moi je connais un ami qui est médiateur à Montpellier qui m'a dit depuis 1985 les avocats ont toujours contrarié, bloqué toutes les améliorations. Alors voilà, le problème c'est que les sénateurs n'écoutent pas la population. Vous voyez. En France, il y a des actions. Les papas montent sur des grues, sur des bâtiments, sur des toits de communautés, etc. Et parfois ils revendiquent mal. Donc c'est ça le gros problème. C'est qu'on doit essayer d'expliquer ce qui est à revendiquer. C'est tout. C'est le droit de voir ses enfants, point à la ligne. Mais seulement ces papas sont accusés faussement. Donc à ce moment-là, en accusant faussement les papas de choses, bref, on empêche les enfants, ces parents, ces papas de voir leurs enfants ou ces mamans de voir leurs enfants. Oui, M. Willikins, ce n'est pas juste l'action, peut-être aussi être convaincant. Pardon. Ce n'est pas peut-être juste l'action, mais peut-être être convaincant, arriver à convaincre les députés, arriver à les convaincre de l'utilité pour l'installation de ce modèle-là. Ben voilà, c'est-à-dire, la meilleure solution, c'est de faire des colloques. Hein. Ici, en Belgique, on fait des colloques depuis des années. Hein. Alors, maintenant, il faut voir aussi qui est-ce qui vient. Il y a des juges qui viennent, il y a des magistrats qui viennent, etc. Mais c'est comme ça qu'à Charleroi, on a mis, il y a des avocats qui ont été d'accord pour signer une charte qui travaille au plus près de la pratique de Cochette. Donc, ce qu'il faut faire, moi, ce que je vois, je pense, c'est de faire une grande réunion à Charleroi avec des députés, avec les responsables, les ministres responsables de la famille, c'est-à-dire les sénateurs, parce que, oui, les sénateurs qui font les lois, et les députés. Mais c'est une question c'est pas facile parce qu'à partir du moment qu'ils sont avocats, ils veulent pas bouger. Moi, je connais des rares avocats qui militent pour faire reconnaître donc je sais plus comment elle s'appelle cette avocate. Enfin bref, Scrive. Il y a une avocate Scrive parce que j'ai fait une émission il y a 2 ans. Et ben cette avocate, j'ai eu l'avocate tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle milite pour faire reconnaître l'alliation parentale auprès des magistrats et surtout des magistrats. Mais c'est pas facile. Il y a aussi une autre députée, Christine Defraigne, aussi qui travaille, que je dois contacter. Mais c'est toujours un travail de longue haleine. Hein. Oui, mais M. Willikins, vous l'avez dit, vous avez fait déjà une émission. Quel est le rôle des médias traditionnels pour véhiculer l'idée de ce modèle? Le gros problème, c'est que les médias ne bougent pas ici en Belgique. Les médias ne bougent pas. Oui. Mais c'est quoi les raisons derrière ça, à votre avis? Ils ont peur, hein. Ils ont peur. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils doivent avoir des oppositions au directeur, à la direction n'est pas d'accord. Hein. Moi, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, à Saint-Nicolas, de 2012, d'avoir une journaliste qui était sensibilisée par ça, parce qu'elle avait une amie qui était aussi privée de ses enfants, et qu'elle connaît aussi Madame Scrive, qui est avocate à Bruxelles. Et alors, elles ont fait une émission de témoignages, mais ça passe et puis on oublie. Alors il faut diffuser cette vidéo, vous comprenez, pour faire comprendre ça aux gens. Mais vous parlez presque d'une commande politique, c'est un petit peu inquiétant, hein, ce que vous dites. Pardon ? Vous parlez presque d'une commande politique pour faire taire les médias et c'est vraiment soucieux et inquiétant. Moi, je dis une chose, c'est que le divorce, ça rapporte aux avocats. Voilà. Et si vous déjudiciarisez, vous allez enlever leur tartine, hein. Ils seront plus nourris, hein. Enfin, façon de parler, quoi. Monsieur Willikins, si vous me permettez, on va faire juste une petite pause musicale et on va revenir. Peut-être vous nous parlez un peu de le succès de modèle de Coacham. Alors, restez avec nous à l'écoute, hein.
Alors bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission de Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors j'ai toujours avec moi monsieur Michel Willikens qui est de la protection des droits familiaux. Alors il nous parle un petit peu de ce modèle, le modèle Cochem. Rebonjour monsieur Willikens. Oui, bonjour encore. Bonjour encore. Alors voilà. Alors juste permettez-moi juste de vous demander maintenant si le modèle justement de Cochem fonctionne tellement bien dans les districts judiciaires de Cochem, pourquoi il n'est pas répandu dans tout l'ensemble de l'Allemagne? Ben, le problème, c'est que vous avez... Moi, mon avis, c'est mon avis. Hein. En fait, le juge Jürgen Rudolph, il avait une vision d'une justice qui est tournée vers la résolution des conflits. Et là, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui est important. C'est important, mais bon, tous les juges n'ont pas, et les avocats n'ont pas une conscience professionnelle, ce qu'ils veulent, c'est gagner des sous. Donc en fait, un conflit, ça dure des années, ça dure 5, 10, 15 ans, même plus, ça coûte 50 000 euros, même plus, et voilà. Donc en fait, il faut bien savoir aussi qu'il n'y a pas qu'à Cochem que ça existe, parce que dans les pays scandinaves et en Californie, il règne un consensus principal, c'est-à-dire que les parents le doivent aux enfants et ils n'en discutent pas. Dans les tribunaux, il y a des salles pour les juges, d'autres pour les consultations, des salles pour l'investigation et la médiation. Et ça fait beaucoup d'effet de voir des parents qui prennent serment avant d'aller en consultation, en médiation. Oui. Et si les parents ne tiennent pas leurs promesses, ils seront parjures et alors ils sont condamnés. Donc c'est-à-dire que les juges qui sont là, c'est, si vous voulez, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des parents pour dire attention, vous êtes responsables, donc vous devez, voilà. Pourquoi c'est pas appliqué? Pourquoi c'est pas appliqué un peu partout? C'est appliqué un peu à Charleroi, un peu à Dinan, que je sache. Non, mais je parle surtout, M. Willikens, de l'Allemagne, en Allemagne, parce qu'il a quand même débuté en Allemagne, dans une région d'Allemagne. Et puis, pourquoi il ne s'est pas étendu sur tout l'ensemble de l'Allemagne? C'est ça la question. Parce qu'en fait, les juges ne sont pas des médecins. Oui. Quand regardez l'histoire qu'il y a avec l'Ebola, on a pris des mesures rapides. Hein. Exact. Regardez un peu ce qui se passe en Israël, où les femmes, en Égypte, où les femmes ont été stérilisées, et où il y a 14 femmes qui sont mortes, il y a des médecins qui sont arrêtés. Donc le problème, c'est qu'il y a une différence entre les juges, les avocats et les juges qui sanctionnent, et les médecins qui les réparent, qui soignent. Oui, les juges qui ne soignent pas, ils sanctionnent. Et là, ce qu'il faudrait arriver, c'est une justice qui puisse être tournée vers la résolution des conflits. Oui, c'est ça? Non, mais c'est ça, exact, M. Willikens. Ça, c'est tout à fait clair et exact. Mais juste la seule chose, c'est que le système, il existe, le modèle existe depuis 30 ans. Alors, depuis 30 ans, on a de la difficulté à comprendre comment l'ensemble de l'Allemagne n'a pas pris ça comme au sérieux, et puis ils ont pris ça comme une solution pour leurs problèmes, quoi, puisque c'est l'intérêt de l'enfant qui est en jeu. Ouais. Mais c'est parce que tous les autres juges ne sont pas, et tous les autres magistrats n'ont pas la conscience professionnelle du juge Rodolphe Jürgen, point à la ligne. Ouais, et alors ça rapporte beaucoup trop aux avocats. C'est un lobby d'avocats, je vois ça que comme ça. Moi, j'ai compris de ce que vous dites, comme quoi c'est mieux, c'est rentable, une rupture pour le gouvernement. Alors, et ça devra rester comme ça. C'est ça que j'ai compris. Et attention, en France, si on mettait le côté de Cochem en pratique, la France pourrait économiser entre 1 milliard et 6 milliards d'euros par an. La Belgique, 6 fois moins. Donc, imaginez un peu les économies qu'on pourrait faire. Regardez, moi j'ai perdu plus d'1 million d'euros en 1950. Une seule personne. En 1994. Mais vous imaginez un peu s'ils n'avaient pas été ruinés. Et regardez un peu qu'est-ce que mes enfants auraient hérité quand même. J'ai 7 ans, oui.
C'est ça aussi qu'il faut voir. Et c'est tout à fait juste, M. Willikens, parce que c'est vrai, derrière une rupture, il y a toujours les parents, ils payent tellement d'argent, ça, je me sens complètement d'accord avec vous. Et c'est un gaspillage éhonté des ressources de l'État, que ce soit les ressources judiciaires ou les ressources en termes de psychologues, de soins de santé, puis les dommages sont permanents chez les enfants. Le modèle où on entretient le conflit, c'est un modèle qui est à proscrire, puis c'est pour ça que le modèle de Cochem, je pense qu'il devrait être introduit. Oui, ouais, il devrait être plus répandu. Oui, M. Willikens. Je ne sais rien dire. Oui. Alors maintenant, je ne sais pas si pouvez-vous dire aux gens qui vous écoutent ici comment vous conseillez les responsables au Québec de vraiment suivre le modèle et d'appliquer ce modèle de Cochem. On va essayer de promouvoir ça, c'est ça. Parce que j'entends pas bien, la communication n'est pas on vous demande finalement, pour les gens qui vous écoutent, comment pouvez-vous donner des conseils, peut-être comment vous demandez... recommander plutôt l'application de ce modèle ici au Québec. Je crois... pour que ce soit mis d'abord, on peut pas conseiller ça aux parents, parce que les parents, quand ils veulent divorcer, ils vont chez les avocats, pour la ligne. Alors, il y a l'un qui prend l'avocat pervers, et l'autre doit se défendre. Donc, le problème, ça doit venir au niveau des associations qui s'occupent des parents, des parents lésés par la justice. Donc, à ce moment-là, ce sont eux qui doivent organiser une conférence, un colloque avec le juge Jürgen, et pour qu'il explique la situation devant des responsables politiques qui ont le pouvoir de créer des lois. Vous comprenez? Oui. Voilà. Je veux préciser qu'ici au Québec, il y a déjà eu un colloque au mois d'avril 2014 à l'Université Laval concernant précisément le modèle de Cochem. Qui faisait intervenir justement des gens de Belgique, de Dinan, en Belgique, dans l'arrondissement du judiciaire, les femmes... enfin bref... Vous me posez une question, monsieur? Non, regardez, le modèle de Cochem, ici au Québec, il est méconnu probablement en raison d'une barrière de langue. Mais disons que progressivement, les acteurs du système judiciaire se sensibilisent. Ils donnent de la formation, entre autres, dans le cadre des universités. Alors, espérons que ce modèle-là va devenir plus populaire parce que ça semble être une solution efficace contre le problème, entre autres, de l'aliénation parentale. En fait, vous avez... Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais il est question de former, justement. Il est question de former les magistrats, les juges, même les avocats au modèle de Cochem. Ça, c'est évident. Mais il faut que ce soit inscrit dans la loi aussi. Parce que si ce n'est pas inscrit dans la loi, ce n'est pas obligatoire, vous comprenez? Oui. Mais il y a aussi, M. Willikens, c'est vraiment un rôle pour les médias. Hein. Ils ont un rôle énorme pour véhiculer ce message-là, pour essayer de faire étaler ce modèle-là partout. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous félicite. Je vous félicite parce que tous les ennuis sont venus de l'Amérique. Hein. Tous les ennuis, tout ça, avec les fausses accusations et tout, le féminisme radical et tout, parce que nous avons ça aussi sur le dos, hein. Nous avons les antipapas, les promères, etc. Donc en fait, vous, au Québec, c'est magnifique parce que vous avez un média qui ne cesse d'en parler, d'expliquer la situation. Moi, je connais Lise Bilodeau, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, de l'Association des Nouvelles Conjointes du Québec. Voilà. Elle a coécrit un livre qui s'appelle De l'amour à la haine. Mais il faut lire ce livre pour tout comprendre. Ils ont aussi écrit 100 000 femmes battues, 300 000 femmes battues au Québec, il y avait vos cris, etc. Moi, j'ai lu ce livre-là, mais c'est tout à fait la même chose. Mais c'est merveilleux, ça, oui. Et puis, regardez, malgré les publications de ce livre, 300 000 femmes battues, y avez-vous cru, là? Ce livre-là a été lancé en avril 2010. Eh bien, au Québec, pour montrer à quel point les médias sont complices
de l'Omerta, il n'y a aucun journaliste qui s'est déplacé pour le lancement du bouquin. Aucun. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Au Québec, je sais très bien que les hommes sont diabolisés, hein, au Québec. Hein. Et ici aussi, hein, ici, par exemple, les papas qui sont faussement accusés vont en prison, hein, sans preuve. C'est incroyable. Hein. Absolument. Au Québec, dès qu'une femme verbalise avoir été victime de violences conjugales, eh bien, le papa, il prend automatiquement le chemin de la prison, sans autre forme de procès. Et pour retrouver sa liberté, il doit se conformer à une sentence avant jugement. Tout à fait. Oui, c'est exact. Et puis... Ici, c'est quasiment pareil. Hein. Moi, je connais plusieurs papas qui ont été en prison sous des fausses accusations, en France aussi d'ailleurs. Hein. Alors, devant cette réalité, le modèle de Cochem pourrait quelque part difficilement fonctionner puisque ici, dans le système de justice, la manière dont les lois sont appliquées, on encourage les femmes à mentir pour accuser à tort leur conjoint et s'approprier leurs biens, tout en aliénant les enfants de leur papa. C'est la réalité que les milliers d'hommes au Québec sont confrontés à tous les ans. Mais vous savez que c'est une j'ai encore discuté tout à l'heure avec l'avocate qui est militante là, pour l'aliénation parentale. Vous savez que l'aliénation parentale, c'est une maltraitance psychologique et c'est une forme de maltraitance qui est énorme. C'est une violence énorme qui est juste en dessous du meurtre à la limite. Hein, vous voyez, on ne se rend pas compte de ça. Exact, c'est de la violence affective et ça devrait être criminalisé. Oui, c'est ça. Et la Belgique, elle a déjà été condamnée par la Cour européenne de justice, hein, parce que nous avons en Europe, 28 membres qui ont signé des accords et ils ne respectent pas leurs accords. Les juges violent les droits fondamentaux des parents et des enfants, hein, oui. Et il n'y a aucune réaction. Hein. Oui, monsieur Michel Wilkins, il nous reste vraiment très peu de temps. Pour les gens qui vous écoutent, avez-vous quelques mots à dire, des mots de fin? À quoi dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les gens qui vous écoutent? Parce que cette émission, elle arrive à son terme. Qu'est-ce que je peux dire? C'est toute ma sympathie au papa et maman québécois. Ici en Belgique, nous avons beaucoup de mamans qui sont privées de leurs enfants aussi. Et il faut continuer à se battre pour que nos enfants et nos petits-enfants ne subissent pas les mêmes abominations qui nous ont été imposées pendant des dizaines d'années. Voilà. C'est tout ce que je viens de dire, quoi. Il faut pas bouger, il faut pas rester dans son coin, etc. Il faut se mobiliser tous ensemble, quoi. Voilà. Un grand merci, M. Wilkins. Sur ça, on vous dit merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine. Merci bien. Passez une excellente journée. Oui, n'hésitez pas de me contacter sur Facebook, hein, d'accord? Pas de problème. Merci bien, M. Wilkins. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, on vient à la fin de cette émission. J'aimerais bien juste remercier M. Michel Wilkins pour son intervention. J'aimerais bien aussi remercier notre technicien de son, Miguel, qui a veillé sur le son. Merci mon collègue Ernest à côté. Alors à vous, chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Voilà, au revoir.